Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce journal de RTI 1. Tout de suite, les trois titres. En Côte d'Ivoire, l'hôpital Joseph Moscati de Yamoussoukro, dans la région centre, fortement équipé. La première dame a visité hier cet établissement sanitaire doté d'un plateau technique de qualité. Dominique Ouattara qui invite les populations à le fréquenter en cas de maladie. Célébration hier de la journée mondiale de la radio. Dans ce journal, la déclaration du gouvernement ivoirien lue par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, invite les acteurs du secteur à promouvoir la paix et la cohésion sociale sur les ondes. Enfin, la Guinée équatoriale face au virus de Marbourg, déjà 9 morts dans la région Est. La première dame de Côte d'Ivoire a donc visité hier l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro dans la région centre. Dominique Ouattara a sillonné plusieurs services dont l'imagerie médicale et la pédiatrie. Et à l'issue de cette visite, la première dame de Côte d'Ivoire a exhorté les populations à fréquenter cet établissement sanitaire doté d'un plateau technique de qualité lorsqu'elles sont malades. Pour en parler, Joseph Kofi Aboula. Yamoussoukro, capitale politique de la République de Côte d'Ivoire. La première dame ivoirienne ce lundi y est en déplacement. Comme point de chute, l'hôpital Saint-Joseph Moscati qui jouxte la basilique Notre-Dame de la Paix. Aux côtés de Dominique Ouattara, la présence de Mme Mariela Enoch n'est pas fortuite. L'hôpital Bambino Jésus, ou de l'Enfant Jésus du Vatican qu'elle dirige, décide de sceller un partenariat avec l'hôpital Saint-Joseph Moscati. Le moment de la rencontre organisée à cet effet vient juste après celui où la première dame de Côte d'Ivoire et son hôte se donnent l'occasion de prendre langue avec les personnels ainsi que des patients de cette structure sanitaire de Yamoussoukro qui les accueille ce jour. Ce moment est aussi l'occasion pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présent de réaffirmer la volonté du gouvernement de faire en sorte que l'hôpital Saint-Joseph Moscati soit un établissement de santé haut de gamme. C'est un hôpital avec un plateau technique relevé qui comprend plus de 200 lits et avec 17 services, capables de prendre en charge de façon efficace, lorsqu'il fonctionne correctement, toutes les pathologies, puisqu'il y a plusieurs spécialités qui séjournent dans cet hôpital. Et sur instruction de M. le chef de l'État, son excellence le président de la République, nous avons donc négocié une nouvelle convention qui nous permet donc aujourd'hui donc leur apporter une subvention. Donc pour cette année, il y a 300 millions de francs CFA qui vont être dégagés comme subvention. Et grâce à cet accompagnement, mais surtout au dynamisme de l'équipe, de la nouvelle direction, je pense que l'opérationnalisation donc, de l'hôpital se renforce. En prenant la parole, la directrice de l'hôpital Bambino Jésus du Vatican salue l'implication et le soutien de la première dame Dominique Ouattara dans la gestion de l'hôpital Saint-Joseph Moscati. Madame, ministre, continuez. Madame la première dame, monsieur le ministre, je vous supplie du fond du cœur de continuer à assister l'hôpital Saint-Joseph Moscati parce que l'aide que vous lui apportez est un grand appui pour les populations locales et soyez certains que tout ce que vous investisserez dans cet hôpital sera utilisé dans le meilleur des cas possibles pour ces personnes qui sont visées. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, cette idée de partenariat entre les deux structures, née de la visite effectuée avec le président de la République Alassane Ouattara en 2022 au Vatican, est maintenant chose faite. Lorsque nous avons été donc au Vatican, j'ai visité l'hôpital Jésus de Bambino et j'avais promis à sa présidente, Madame Enoch, de venir visiter l'hôpital Saint-Joseph de Moscati de Yamoussoukro que je n'avais pas encore visité. Donc c'est une chose faite. Elle-même est venue nous rendre visite et je suis donc venue l'accompagner. Et je dois dire que j'ai été très impressionnée par cet hôpital qui est non seulement beau à voir, grand, mais qui renferme beaucoup de compétences. Et je voudrais vraiment les féliciter et continuer à inviter la population aussi à venir se faire soigner ici, parce que cet hôpital est formidable. Il est à la portée des populations,
Il y a des compétences techniques indéniables et un très beau plateau technique. Cette fois encore, la présence de la première dame Dominique Ouattara à Yamoussoukro, comme partout où elle se rend, ne passe pas inaperçue aux yeux des populations venues l'accueillir à l'aéroport. C'est donc dans la gaieté que ces populations, notamment des femmes qui savent certainement ce que leur apporte le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par l'épouse du président Alassane Ouattara, se sont déplacées massivement pour l'acclamer et communier encore avec elle relativement aux actions de bienfaisance qu'elle ne cesse de mener à leur égard. Dans l'actualité nationale également, la rencontre il y a quelques jours entre les acteurs de la santé et des membres d'organisations internationales dont l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence française de développement et le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Les participants ont échangé leurs expériences, notamment sur la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans le monde entier et en particulier en Afrique. Evelyne Yeboué et Franck Kouadio. Une délégation comprenant des représentants de l'Organisation mondiale de la santé OMS, de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement FD et de plusieurs autres organisations internationales échange avec des acteurs ivoiriens de la santé. Cette rencontre porte sur la mise en place de meilleures stratégies pour des progrès consistants et rapides vers la couverture sanitaire universelle, CSU, mais aussi sur le renforcement du déroulement de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, sans oublier des propositions pour la consolidation des cadres institutionnels finançant la santé et la protection sociale en Afrique. Ces partages d'expérience nous donnent la possibilité d'ouvrir nos recherches vers d'autres moyens de financement, savoir ce qui se fait ailleurs, comparer à ce que nous faisons chez nous et prendre le juste milieu. La thématique importante ici, c'est la CSU, qui est un concept qui est plus large que la couverture maladie universelle. Par la couverture sanitaire universelle, il faut comprendre toutes les activités qu'on peut mener pour que les soins de santé, l'offre de soins, soient le plus proche possible de la population, que même si on fait cette progression, il ne faut pas que le côté financier soit un barrage. Des propositions et recommandations pour l'amélioration de la mise en œuvre de la CMU en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous encourager à tirer le meilleur parti des principes et recommandations liés à la couverture sanitaire universelle qui vous seront présentées, des expériences des pays qui seront partagées et à vous en inspirer en vue de regarder avec un œil critique et objectif la situation nationale et proposer des adaptations basées sur les évidences. Selon les experts de la santé, le nombre de personnes n'ayant pas accès à des services de santé de qualité à un coût abordable est estimé à 3,65 milliards dans le monde. Il ressort de cette réunion d'échange et de partage d'expériences que l'ensemble de ces personnes pourront bénéficier d'une couverture maladie universelle d'ici à 2023. Il est temps d'accepter la vaccination contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Un cas de coronavirus enregistré hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire comptabilise donc actuellement 88 064 cas confirmés de coronavirus, 87 190 personnes guéries, 834 décès et 40 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Toujours au chapitre santé, la Guinée équatoriale face au virus de Marbourg. C'est une fièvre hémorragique aussi meurtrière que la maladie à virus Ebola. À noter 9 personnes mortes dans la région est de ce pays, notamment à Kie-Ntem. Les autorités sanitaires ont mis en place une quarantaine dans cette zone.
Autre actualité, la célébration hier de la Journée mondiale de la radio, événement institué par les Nations Unies pour montrer l'importance de ce média dans l'éducation et la liberté d'expression. En Côte d'Ivoire, en la faveur de la 12e édition, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, invite tous les acteurs du secteur de la radio à promouvoir la paix et la cohésion sociale sur les ondes. Le point dans ce reportage de Patricia Kouakou et Didier Nguessan. Inventée en 1899, la radio est un outil de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans le monde. Elle permet aux populations de passer de bons moments à travers des émissions de divertissement, mais aussi de s'informer. Cette journée est initiée par l'UNESCO depuis 2011 en vue de promouvoir ce moyen essentiel de maintien de la paix. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique rappelle les actions du gouvernement pour dynamiser cet outil de communication de masse. Le thème, cette année, nous invite à célébrer la radio comme média de promotion de la paix dans nos vies, dans notre société. Les radios doivent, par des programmes riches, attractifs et éducatifs, mettre en relief la nécessité d'entretenir et de développer la paix sociale et la cohésion entre les peuples et les nations. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien, sous la conduite du Premier ministre Patrick Hachi, conscient du rôle de la radio dans l'épanouissement des populations et dans le renforcement du tissu social, entreprend sans cesse des actions pour dynamiser cet outil d'information et de développement des populations. La radio reste l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés dans le monde selon l'UNESCO. La Côte d'Ivoire compte 222 stations de radio. Toujours en Côte d'Ivoire, les jeunes filles, peu nombreuses dans les filières scientifiques. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation les encourage donc à s'intéresser aux sciences. Les jeunes filles ont été célébrées récemment lors de la Journée internationale des filles et femmes dans les sciences. Les précisions de Didier Nguessan. Les théorèmes mathématiques, les lois de la physique, la sagacité de l'ingénierie sont accessibles aussi bien aux garçons qu'aux filles. Ceci reste encore un idéal. Dans les faits, sur un effectif de 298 000 élèves inscrits dans les séries scientifiques en 2021-2022, on dénombre 110 000 filles, soit 37%. Selon l'Éducation nationale, la direction de l'égalité et de l'équité du genre travaille à réduire cet écart et mieux à mettre à l'honneur les femmes et les filles en sciences à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée. Je fais beaucoup d'exercices, je me dis que j'ai beaucoup de manuels. Et puis j'approche aussi les autres écoles parce que je ne veux pas seulement me fixer sur ce que mon école fait. Donc j'approche d'autres écoles, d'autres amis si elles sont dans d'autres écoles. Face à elle, cet homme de science qui déconstruit les préjugés et explique avec des faits sociaux les sciences appliquées. La jeune fille dans le domaine scientifique est un peu plus prolixe parce que elle, son symbole, c'est, comme je le dis, la lettre X, qui est le chromosome X qui a été doublé pour donner la femme. Alors ce chromosome X-là lui donne la possibilité de faire une multiplication. D'ici à 2030, le système scolaire vise à garantir l'égalité des chances pour tous, filles et garçons. Cette activité vise justement à favoriser un engouement auprès de ces jeunes filles qui sont encore impactées par des préjugés qui ne leur permettent pas justement de s'orienter dans les séries scientifiques. Vous savez que le professeur Marietou connaît, elle-même elle est une femme de science. Et donc si elle a pu devenir professeure, c'est une invite aux élèves femmes, filles, pour qu'elles aussi empruntent le chemin des sciences. Depuis 2003, une centaine de lauréates au concours Miss Mathématiques ont bénéficié de bourses d'études.
Direction à présent Thiébissou, dans la région centre du pays. 10 millions de francs CFA pour financer les projets entrepreneuriaux des femmes. C'est une initiative de Inza Silla, le 4e adjoint au maire de Thiébissou, qui s'engage ainsi à soutenir l'autonomisation économique des femmes. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Un véhicule pour faciliter le recensement des projets des femmes des villages de la commune de Thiébissou et un chèque de 10 millions de francs CFA pour le financement des meilleurs projets. Un don du 4e adjoint au maire de Thiébissou à la Confédération des organisations féminines. Depuis 4 ans, Inza Silla a fait de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. Un soutien salué par les femmes. Je vis depuis un bon moment dans cette ville. Ce n'est pas chez moi, je suis gourou. Mais je suis venu, j'ai constaté que ce monsieur, il a fait beaucoup pour les femmes, même les enseignants. S'il apporte une aide à la femme, il a apporté une aide à l'homme, parce que c'est les deux mains qui se lavent. La femme ne peut pas rester à la maison comme ça, parce que beaucoup d'entre nous sont déscolarisés. Il nous apporte un plus pour que nous puissions nous défendre nous-mêmes. Ce don est fait à l'occasion de la présentation officielle de la Confédération des organisations féminines de Thiébissou. Il faut que nous nous mettons en confédération et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et il a tenu parole, il nous a donné le véhicule qu'il avait promis, il nous a donné les 10 millions qui représentent un début de financement. Le donateur encourage les femmes à avoir des projets fiables et bancables. Mieux, le 4e adjoint au maire de Thiébissou exhorte les femmes à mettre en place des associations pour un meilleur financement des projets. Quand elles viennent individuellement, qu'on aide individuellement, on ne voit pas la portée. Alors que quand elles sont en confédération, je pense que ça a une portée, elles se parlent, ça fait une cohésion, un brassage, elles sont ensemble, sans distinction d'ethnie. Les femmes de la commune de Thiébissou sont aussi exhortées à cultiver les valeurs de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble, socle de tout développement. La Confédération des organisations féminines de Thiébissou compte plus de 2000 femmes regroupées dans une quarantaine d'associations. Le conseil régional de l'Indénié Duablin dans la région est du pays soutient également les jeunes et femmes porteurs de projets entrepreneuriaux. 115 millions de francs CFA ont ainsi été décaissés. Objectif, favoriser l'autonomisation économique des jeunes et femmes. Les explications détaillées dans ce reportage de Herman Niamia. Doté d'un fonds de 115 millions de francs CFA mis à disposition par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle, du service civique, le programme d'accompagnement des micro et petites entreprises, initié par le Conseil régional de l'Indénié-Duablin pour l'insertion des jeunes, rentre dans sa phase active. Lancé officiellement ce jour, les initiateurs situent l'intérêt de ce projet. L'employabilité des jeunes constitue une priorité majeure pour nous tous, acteurs étatiques et non étatiques. L'action que le Conseil régional de l'Indénié-Duablin est en train de mener, c'est l'éradication de la pauvreté au sein de la jeunesse. Parce que cette jeunesse, il faut la responsabiliser, il faut la préparer à relancer l'économie de la Côte d'Ivoire de demain. Le prêt octroyé est compris entre 1 million et 5 millions de francs CFA avec un apport de 10% exigé du bénéficiaire. La durée de remboursement est de 36 mois avec un taux d'intérêt de 10%. Les femmes doivent représenter au moins 40% du nombre total des bénéficiaires. Mais pour en bénéficier, il faut remplir des conditions. Il faut d'abord être ivoirien, il faut être dans l'Indénié-Duablin, il faut être âgé de 18 à 40 ans pour les projets individuels, pour les projets collectifs. Le porteur du projet doit être âgé de 18 à 40 ans. Mais les autres membres de l'organisation peuvent aller au-delà de 40 ans. Ce projet des micro et petites entreprises qui sera bientôt mis en œuvre ne fait que soulager les jeunes de notre région. Les jeunes qui aspirent à leur développement personnel, les jeunes qui aspirent au développement de la région de l'Indénié-Duablin. Les secteurs d'activité concernés sont entre autres le commerce, l'agriculture, l'élevage, la restauration, l'artisanat, la pêche, la distribution, le BTP, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme, la culture et loisirs, le transport, l'énergie et l'environnement.
Comment valoriser et recycler les déchets agricoles? Environ 100 jeunes ont suivi une formation sur ce thème à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dans la région centre, programme financé par le Canada. Le point dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le programme de formation de personnel hautement qualifié à la valorisation des déchets agricoles et ou industriels en produits à haute valeur ajoutée referme ses portes. Ils sont au total 100 jeunes en master et en année de doctorat qui ont bénéficié de cette formation. Parmi eux, 45 femmes. Tous représentent une ressource humaine de qualité pour les entreprises qui vont les embaucher. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue la tenue de ce programme de formation qui colle bien avec sa vision. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique voudrait saluer l'initiative qui s'inscrit éloquemment dans la vision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui est de faire de la valorisation des résultats de la recherche et surtout des déchets qui polluent notre environnement, le moteur du développement socio-économique. Une expérience bénéfique pour l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny qui a abrité la formation. Projet qui a été retombé cette fois-ci, on va dire, en termes d'innovation technologique sur le développement de nouveaux procédés qui peuvent servir dans le secteur industriel. Donc ce projet a également permis de mettre en collaboration des universités de la sous-région, du Bénin, du Togo et puis l'INPHB, mais également des entreprises nationales qui ont collaboré aussi bien dans le cadre des stages, mais sur des projets d'études bien spécifiques. Le professeur Benjamin Yao, coordonnateur du projet, après 4 années d'exécution, a tenu à remercier le gouvernement canadien qui a garanti le volet financier. Justice, 2 proches de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro acquittés hier par la Cour d'appel d'Abidjan. Il s'agit de l'ex-conseiller Félicien Sekongo et de l'ancien ministre Alain Lobognon, condamnés en juin 2021 à 17 mois de prison. Alain Lobognon et Félicien Sekongo sont déclarés non coupables des faits qui leur sont reprochés. En revanche, l'ex-directeur du protocole de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Souleymane Koné Kamaraté, dit Soul, son ancien chef de sécurité, le commandant Kassé Kwame Jean-Baptiste et les autres devraient retourner derrière les barreaux. Pour les avocats de la défense, c'est une décision de justice. Nous la respectons, même si nous ne la partageons pas. Nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons nous pourvoir en cassation. Et jusqu'à ce que le droit puisse être dit, nous n'abdiquerons pas. De l'autre côté, les parties civiles se disent satisfaites des décisions arrêtées par la Cour. La Cour vient de répondre à 3 questions. La première, est-ce qu'il s'agit de faits avérés? La Cour a répondu oui. Est-ce que les personnes qui sont présentées comme jugées sont-elles impliquées dans ces faits criminels? La Cour a répondu oui. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire méritait de se constituer partie civile et à prétendre à des intérêts pécuniaires en termes de dommages et intérêts? La Cour a répondu toujours oui. Nous nous réjouissons de cette décision qui se présente désormais comme une vérité judiciaire sous réserve des droits de recours qui appartiennent effectivement à chacune des parties. Le procès en appel s'est ouvert le 2 février dernier. Les concernés avaient été condamnés en première instance à de lourdes peines d'emprisonnement pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Des précisions de Abdoulaye Koné et Souleymane Donissangui. Au chapitre culture, la célébration de la génération Bolodje en pays Adioukro. 93 membres viennent d'accéder au pouvoir et ont reçu leurs attributs. Les festivités se sont déroulées récemment dans le village de Kwanda, dans la région sud du pays. Les précisions de Didier Nguessan.
Après 38 ans au pouvoir, la génération Ngbesi cède la place à une autre, les Bodjolé. Cette transmission est symbolisée par le legs de la machette, qui représente le travail. Ces détenteurs sont les nourriciers du village de Kmanda, département de Dabo, et également les garants de sa sécurité. Les Bodjolé sont au nombre de 93, dont 62 femmes et 31 hommes. Comme il est de tradition, des fils d'autres contrées du pays sont intégrés à la nouvelle génération du village. Chez nous, dans le nord, ce n'est pas de la même manière. On transmet. Là-bas, ça se transmet de caste en caste, de famille en famille. En venant ici, c'est un brassage. Et en me désignant comme membre de cette génération, c'est une fierté. Bien avant la passation du pouvoir, le représentant d'un nouveau gouvernant a été investi. Il reçoit les 4 attributs du pouvoir, la canne de commandement, le chapeau et le pagne de noblesse, ainsi que le chasse-mouche. Un enracinement dans la tradition appelé Ebeb chez les Adjoukrou. Nous avons salué la parfaite organisation de la société Adjoukrou, qui devait servir d'exemple aux autres populations et surtout insister sur le vivre ensemble prôné par son Excellence le président de la République Alassane Ouattara. Les différentes générations de Kmanda ont fait allégeance au nouveau gouvernant. Toujours au chapitre culture, le festival des fanfares de Tiassalé dans la région sud du pays. Objectif, valoriser et promouvoir les fanfares locales. Pour en parler, Serge Colléa. Orchestre d'harmonie composé d'instruments de vent à cuivre et de percussions, la fanfare égaie les populations à l'occasion d'assemblées et d'événements festifs. À Tiassalé, ce genre musical tire ses origines de l'époque précoloniale. C'est une tradition que la structure Wilfried Koff Organisation entend valoriser à travers la première édition du FEFAF, le Festival des fanfares de Tiassalé. Toutes les cérémonies, elles sont sollicitées, mais jamais elles n'ont eu un cadre pour pouvoir se vendre au public, se vendre au monde entier. Donc ce festival vient combler ce vide-là. Mais pourquoi Tiassalé aussi? Tiassalé est une ville fanfare. Tiassalé, dans sa culture, avec l'arrivée des colons, le comptoir qui était là, très tôt, Tiassalé a connu les rythmes étrangers. Donc ce qui a fait que ça a facilité l'insertion de la fanfare dans nos coutumes et dans nos mœurs. Tiassalé, ville fanfare, va abriter la première édition du FEFAT, le Festival des fanfares de Tiassalé, du vendredi 17 au dimanche 19 février. Plusieurs fanfares venus de toute la Côte d'Ivoire sont attendus pour un concours. Religion avec la célébration le 11 février dernier de la journée de l'enfant musulman. Les festivités se sont déroulées dans le jardin botanique de Bergeville, dans la région sud du pays. Événement organisé par l'Amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Laetitia Kwasi et Franck Quadio. Les enfants sont l'avenir de la religion. Propos à retenir lors de la traditionnelle journée nationale de l'enfant musulman de Côte d'Ivoire et l'amicale des anciens de l'AIMC en est convaincu. Au cours de cette journée, les enfants musulmans sont instruits sur la vie du prophète Mahomet et sensibilisés sur la nécessité d'une jeunesse saine pour le futur de l'islam. Aujourd'hui, il y a un fléau qui sévit dans les écoles, dans les universités. C'est le problème de drogue. Le problème de grossesse en milieu scolaire, c'est l'occasion pour nous de sensibiliser, de donner une éducation et d'autres informations à nos enfants à travers la conservation de l'environnement, la bonne attitude, les bons comportements à l'école et tout ça sur la base religieuse. Je suis venue à cette activité pour apprendre des choses sur ma religion. Le message que je voudrais, parce que c'est de toujours suivre le Coran, de beaucoup lire, surtout le Coran, car c'est très important pour nous. Kadi Diaby, marraine et membre de l'amicale des anciens de l'AMC, exprime sa satisfaction et enseigne aux cadets les vertus de l'islam
ce qui leur permet de s'épanouir dans un environnement sain. La journée de l'enfant musulman a toute une histoire. C'est en son temps un groupe de femmes qui avons décidé comme ça de faire la promotion de Nouvel An musulman. Et en associant nos petits, nos enfants, qui en son temps ne connaissaient que la Noël. On a voulu maintenant mettre dans un cadre où on va avoir des activités avec des jeux, des enseignements. Pour cette 24e édition de la journée de l'enfant musulman de Côte d'Ivoire, notons-le, le jardin botanique de Bingéville est choisi, une façon de réconcilier les tout-petits avec la nature au-delà de l'aspect spirituel. Des images à présent, le bilan humain continue de s'alourdir après les tremblements de terre qui ont frappé le 6 février dernier la Turquie et la Syrie, a noté plus de 37 000 morts. Enfin, terminons ce journal avec des images pleines de gaieté. C'est aujourd'hui la célébration de la Saint-Valentin 2023, l'occasion pour les couples de s'échanger des présents, des mots doux et de renouveler leur engagement. Voilà, c'est la fin de ce journal. RTI1 vous souhaite beaucoup de bonheur en cette journée de Saint-Valentin.